Après la Première Guerre mondiale, on arrive dans une période qu'on appelle l'entre-deux-guerres, donc de 1920 à 1939 à peu près. Ça pourrait se diviser en deux sections. On pourrait dire les années 20, qu'on appelle les années folles, et puis ensuite de ça, la Grande Dépression de 1929 à 1939, et ensuite là, la Deuxième Guerre mondiale. Euh, Plus en détail maintenant, la première partie qu'on pourrait regarder ensemble, c'est les années folles. Donc, les années folles, c'est les années 20. C'est la naissance du acheter maintenant, payer plus tard. C'est la consommation qui grandit. En fait, c'est quoi? C'est après le gros down de la guerre, mais c'est le gros high de l'après-guerre. Alors, les gens consomment, on a une augmentation du bonheur, on pourrait dire, général, mais aussi une augmentation de l'endettement. Donc, le crédit apparaît. On achète maintenant pour payer plus tard ou en plusieurs versements. On s'endette pour obtenir ce qu'on veut. Alors, c'est ça, les gens sont attirés vers une consommation. Les gens ont quand même un pouvoir d'achat intéressant. Il y a une richesse qui est là. Tout le monde consomme. C'est une norme de consommer. Les exemples sont nombreux. Par exemple, la technologie fait en sorte qu'on consomme. Donc, les premiers cinémas en 1906 à Montréal, qui étaient déjà là. Hein? Le Canadien de Montréal aussi, qui était déjà là, mais qui va s'émanciper dans les années 20. En 1919, on a station de radio. Ce sont des technologies qui nous permettent de nous relier au monde. Et donc, station de radio à Montréal, première station de radio qui est la première au monde. En 1922, CKAC Montréal, une radio francophone. En 1936, on a Radio-Canada, la CBC. Donc, vous voyez, ce moyen de communication-là va faire en sorte là, que ça va faciliter aussi la consommation. Euh, Cette période-là, au Canada, c'est une période qui sera moins frappée par ce qu'on appelle la prohibition. Donc, dans les années 20, en 1920 jusqu'à 1933, aux États-Unis, on a une vague anti-alcool. On a une espèce de vague je vous dirais, de pureté, là, ou quoi que ce soit. Donc, étant donné qu'il y a plus beaucoup de problèmes aux États-Unis, l'alcool est prohibé, elle est interdite. Au Canada, non. Ça dépend, ça fonctionne aussi selon des provinces, bien sûr, puis des sections dans la province, mais généralement, l'alcool n'est pas interdite au Canada. Donc, Montréal devient un endroit de party, hein, un endroit on appelle ça le red light, là. Alors, c'est ça, c'est le Harlem du Nord qu'on appelle, quartier de New York, Harlem, mais c'est le Harlem au nord. Les gens vont veiller, on pourrait dire. Donc, c'est sexe, drogue, rock'n'roll, on pourrait dire. Hein? Donc, c'est la prostitution, le jeu à l'alcool. On va là pour ça. Donc, on est reconnu. Ça va durer d'ailleurs jusque dans la Deuxième Guerre mondiale. Ça va finir autour des années 50, là, ces choses-là. Mais on est vraiment dans une grosse période. Et on voit naître une électrification assez générale, donc les électroménagers aussi qui commencent à être disponibles. Ça fait augmenter le coût des achats, alors on s'endette. C'est une période comme ça. Après les années folles, après ces années d'excès, on va voir des années de dépression, un espèce d'effondrement. La grande cause à tout ça, hein, ça va être, comme c'est marqué, la surproduction. C'est un cercle vicieux, ça, qui va se produire. Donc, on produit, il y a une grande folie de tout se procurer. Donc, il y a une accumulation d'invendus. Alors, si on ne vend pas tout, on est en surplus, ben il va falloir baisser la cadence, donc baisser la production. Puis si on baisse la production, il va falloir mettre du monde à pied. Et si on met du monde à pied, ben il va y avoir une chute de l'économie, une baisse des prix pour attirer les gens et tout ça. Et ça va faire en sorte qu'on va avoir une accumulation, encore une fois, on va continuer dans ce cercle-là, si on veut, là, de la surproduction. Et encore une augmentation de cadence, des mises à pied, baisse des prix,
etc. Donc, ce cercle-là infernal font en sorte que les entreprises ne sont absolument pas rentables. En fait, je pourrais donner cette analogie-là. Un automobile est créée et tout de suite, lorsqu'elle sort de l'usine, mais on la prend et puis on la met tout de suite au dépotoir. C'est comme ça que ça reposait. Et ça va reposer de cette façon. Ça va se faire de cette façon-là un certain nombre de temps, jusqu'à ce qu'il y ait un événement déclencheur. L'événement, c'est le 24 octobre 1929. C'est le crash de la bourse de New York. Hein. New York, c'est le cœur mondial de l'économie. Et en ce 24 octobre 1929, ben, la valeur des entreprises, on se rend compte que ça ne marche pas, là, qu'il y a une bulle qui a été faite et que nos actions, il faut les vendre. Là. Alors, la valeur des entreprises fond, hein, et puis les investisseurs, les actionnaires, eux autres vont voir ça aller. Et là, ils veulent tous vendre leurs actions en même temps, mais il n'y a pas d'acheteurs. Donc, c'est peine perdue. Là. Si on n'a pas d'acheteurs, on ne peut pas poursuivre comme ça. Là. Ça veut dire que la valeur des actions en bourse s'effondre complètement. Alors, la bourse va s'effondrer comme ça. Et donc, New York s'effondre et ensuite, ben, c'est le monde parce que le monde est rattaché à New York. Donc, cette crise économique-là va avoir des effets, bien sûr, mondiaux. Un des premiers effets, c'est, bien sûr, nous, on est juste les voisins. Hein? Donc, on a des effets économiques, des effets sociaux, même politiques. Si on les observe, ces effets-là, ben, premièrement, le marché américain se ferme à nous. Donc, c'est très difficile pour nous. Donc, il y a des fermetures d'usines. À peu près, on baisse, là, 50% de nos exportations baissent. Il n'y a aucun acheteur pour nous parce qu'eux-mêmes sont en difficulté. Puis, comme j'explique, quand on vit une difficulté, souvent on se replie sur nous-mêmes. Alors, on adopte des politiques de protectionnisme. C'est drôle parce qu'actuellement encore, on est en 2025 et on voit ça avec des tarifs imposés par Trump. Là. Donc, le protectionnisme, c'est ça, c'est quand ça va pas bien, on décide de s'isoler. Donc ça, c'est les effets économiques. Donc, l'économie du Canada, ça va pas bien. Au niveau social, ben, on a un appauvrissement, bien sûr, parce qu'on a des mises à pied massives. Le chômage augmente énormément. Au Québec, c'est l'Église qui va s'en mêler. C'est l'Église qui, avec la charité, va tenir en place le tissu social qu'il y a. Et il n'y a pas d'argent du gouvernement à ce moment-là. Là. Il va en avoir un peu plus tard, prochainement. La crise économique est donc là. Le Canada doit mettre des choses en place, doit prendre des mesures, faire des lois. Donc, au niveau des mesures gouvernementales, autant fédérales qu'au provincial, là, je ne regarde pas les autres provinces dans le Canada, mais plutôt le Québec, là. Donc, autant au fédéral qu'au provincial, on va avoir un vaste effort qu'on appelle des travaux publics. Ça veut dire occuper les travailleurs. Donc, on occupe les travailleurs pour pas qu'ils dépriment davantage et on crée des choses. Souvent, en période de crise, c'est ce qui va se passer. On construit des routes, on construit des ponts, on construit même des édifices. Tout ce qui peut occuper les chômeurs et on les loge, on les nourrit, on leur donne un petit salaire sous cette forme-là. Pour qu'ils travaillent, pour pas qu'ils dépriment complètement, parce que c'est pas mieux, puis ça entraîne des coûts sociaux épouvantables lorsque le monde est absolument déprimé. Donc il y a cette mesure-là de travaux publics. Autant au fédéral qu'au provincial qu'au municipal, autour des années 30, 1931 au départ, ben, pour éviter que les gens meurent dans la rue de faim, de maladie, peu importe, parce qu'ils n'ont plus une scène, comme on pourrait dire, ben, on lance l'ancêtre de l'aide sociale qui s'appelle des secours directs. Au départ, c'est sous forme de coupons, genre de coupons de rationnement. Pour aider avec ce coupon-là, tu peux aller te chercher du pain, de la nourriture, ce que tu as besoin pour survivre, mais par la suite, ça va être des chèques actuellement, mais c'est toujours là, cette aide sociale-là, en tout cas au Québec. Et ça, c'est une mesure de base pour éviter de retrouver des gens dans la rue morts. Au niveau du fédéral, c'est la création de cette Banque du Canada-là. C'est la banque des banques. Aujourd'hui, elle est extrêmement importante. C'est elle qui fixe les taux d'intérêt. C'est elle qui fixe la valeur de l'argent. Donc, aujourd'hui, une chance qu'on a ça. Mais à l'époque, on n'avait pas ça. Alors, on a dû
penser à quelque chose qui gérait, donc c'est-à-dire combien on émet d'argent. Il faut l'imprimer, cet argent-là, donc une structure sur laquelle toutes les banques vont se reposer. Donc, c'est elle, comme j'ai dit tout à l'heure, qui fixe les taux hypothécaires, les taux d'intérêt, la valeur de l'argent, taux de change, ces choses-là. Au niveau du provincial, on va voir naître le crédit agricole. Alors, c'est quoi ça? C'est des prêts aux agriculteurs. Hein? Il faut un effort au niveau des agriculteurs. Ces gens-là, on en a besoin sur notre territoire. Ils ne vont pas à la guerre nécessairement. Ils ne sont pas obligés d'y aller parce qu'on a besoin de gens qui font de la nourriture. Alors, on prête de l'argent, mais à faible intérêt, là. Ça, c'est au niveau provincial. Au niveau canadien, on a notre, M. Bennett, premier ministre, qui va essayer de copier ce qui se faisait aux États-Unis avec le New Deal, qui est une espèce de relance économique aux États-Unis. Ça ne sera pas quelque chose qui va être gagnant au Canada. Mais c'est ça, au Québec, on va plutôt recourir aussi à une colonisation, c'est-à-dire qu'on va ouvrir les terres de l'Abitibi. C'est une autre méthode, ça, pour occuper les gens, pour dire aux gens, écoutez, on va régler une situation là, de pauvreté, vous allez aller défricher au nord. Alors, dès 1935, on voit ça apparaître. Dès la fin de la Première Guerre mondiale, il y a des frustrations qui existaient, principalement en Allemagne. Hein. On a dit qu'on avait un Adolf Hitler qui était très fâché de la perte à cause du traité de Versailles, du territoire de l'armée. On prend ça, en tout cas comme Allemand, Hitler en faisait partie, comme une espèce de défaite épouvantable perdre la face littéralement, tu sais, devant le monde de son pays. Et lui, bon, il va y avoir toutes sortes de mouvements pour remettre en question ça, pour essayer de se venger aussi de l'Occident, là, des gagnants qui sont dans les SDN. Alors, quand ça va pas bien, quand on est dans une crise économique, quand on cherche des réponses, souvent, on remet en question l'ordre établi. Et l'ordre établi, c'était la démocratie. Et cette démocratie-là va être mise à mal, c'est-à-dire qu'il va y avoir des idéologies qui vont naître, des idéologies allant de plutôt relax à modéré, aller jusqu'à extrême, et qui vont entraîner évidemment le monde en guerre. Alors, ces idéologies-là, j'aurais le goût de commencer par les petits partis canadiens qui sont plutôt relax. Donc, on a des partis politiques canadiens. 1921, on a un parti communiste qui est inspiré de la Révolution russe. Donc, c'est-à-dire l'égalité de tous, mais c'est l'État qui prend en charge tout ça. En 1933, on va avoir le FCC, un parti socialiste pour Federative Commonwealth Corporation. Ça se peut, je me trompe là-dessus, mais c'est le socialisme, c'est l'intervention de l'État, c'est pas aussi extrême que le communisme. Service à la population, logements sociaux. En 1934, inspiré du nazisme, on va même avoir notre nazi canadien, notre Hitler canadien, Adrien Arcan. Qui gère le Parti national chrétien, qui en réalité est un parti nazi. En 1935, on va avoir le Crédit social, qui est un parti populiste. Eux autres, ils veulent donner de l'argent aux citoyens. Souvent, c'est des baisses d'impôts, des baisses de taxes et tout ça. Ça fait en sorte que les services sont moins là, mais bon, c'est du populisme. Mais dans le monde, tous ces partis-là sont inspirés par des partis autant modérés qu'extrêmes. Si on regarde les partis modérés, on a le socialisme, qui est l'égalité sociale, surtout, que je viens d'expliquer. Donc, on voit ça apparaître. On a le populisme aussi, c'est-à-dire pas d'élite. Et on est beaucoup dans le cadeau aux citoyens, pas trop faire payer les citoyens. On donne des cadeaux, on est dans des manières de penser un peu comme ça. On a aussi le keynésianisme, dans le sens l'État doit intervenir dans tout. Puis les plus extrêmes, ça va être le communisme, donc URSS, Chine, où on va voir naître l'égalité, la grande présence de l'État, mais tout le monde doit penser d'une certaine manière. Et le fascisme, Hitler, Mussolini, beaucoup de pays comme l'Allemagne de Franco, pas l'Allemagne, c'est-à-dire l'Europe de Franco, Allemagne de Hitler, Italie de Mussolini, d'autres, il y en avait d'autres aussi.
Donc, c'était très européen, une espèce comment je pourrais dire ça, d'autoritarisme où il y a un dictateur qui est là et qui est très ferme et qui dit aux gens, on va vous sortir du problème. Et là, il y a tout un côté endoctriné. Et évidemment, ça va créer, on va essayer de trouver des coupables, dont le juif. En pleine crise économique au Québec, on a un homme qui sera pas un nazi, qui sera pas un extrémiste ou quoi que ce soit, mais dont on va beaucoup parler, il s'appelle Maurice Duplessis. Lui, il va créer l'Union nationale, il va devenir premier ministre du Québec à partir de 1936. Alors lui, il y avait des méthodes qu'on appelle aujourd'hui du patronage, c'est-à-dire on donne des cadeaux à ceux qu'on aime, on donne des avantages, vote pour moi, je vais donner de la bière, puis vote pour moi, ce genre d'éléments-là, très populiste. Donc c'est ça. Maurice Duplessis, lui, donc c'est un gars de Trois-Rivières et qui va fonder un parti plutôt conservateur, mais aussi moderne. C'est drôle parce que c'est un paradoxe, c'est-à-dire qu'il est très conservateur parce qu'il est religieux, mais aussi il veut moderniser le Québec, il a une volonté de moderniser le Québec. On va appeler, par contre, cette période-là la Grande Noirceur. Il faut le prendre avec des pincettes parce que ça n'a pas été juste de la noirceur non plus. C'est beaucoup parce que l'Église se mêlait de politique qu'on dit ça. Mais il y a eu, c'est ça, il y a eu des abus. Donc, l'Union nationale, qu'est-ce que c'est? C'est un parti politique qui va être élu à 2 reprises, entre 1936 et 1939, puis entre 1944, aller jusqu'à 1959, carrément à la mort du fondateur, Maurice Duplessis, qui va mourir donc en plein pouvoir et qui va mettre fin à une ère particulière, va en ouvrir un autre, bien sûr. Donc, l'Union nationale, je vous le résume en gros, il y a des choses que ce gouvernement-là adorait et mettait de l'avant, il y a des choses que ce gouvernement-là n'aimait pas. Qu'est-ce que ce gouvernement-là aimait? Bien, tout ce qui est la vie rurale. Et ça, c'est le côté conservateur de ce mouvement-là, c'est-à-dire la vie rurale, les agriculteurs, la vie en campagne, on l'idéalise beaucoup. La famille, ça vient avec ça, la famille nombreuse, la famille catholique, donc le catholicisme est extrêmement important. Maurice Duplessis est un fervent catholique, donc c'est très important pour lui. La langue, le français, qui est primé, vraiment mis de l'avant beaucoup, et le respect de l'autorité, hein, donc le respect de Dieu, le respect des prêtres, le respect des gens qui sont en autorité. On aime beaucoup ça. Ce qu'on aime moins, c'est les gens qui remettent en question cette autorité-là, donc les artistes qui peuvent être souvent rebelles, les syndicats qui ne sont pas d'accord avec les patrons, alors que l'Union nationale est très pour l'autorité, donc pour les patrons. Les syndicats qui remettent en question cette autorité-là ne sont pas bien vus. Et les intellectuels qui amènent à penser autrement, puis à être un peu plus critiques un peu de ce qui se passe. Maurice Duplessis n'aime pas ça. Alors, c'est pour ça que ces gens-là vont appeler ça la période noire de Maurice Duplessis, parce que ça n'a pas été facile pour eux autres et pour d'autres personnes aussi, bien sûr. Un exemple, justement, des lois intenses que Maurice Duplessis a mis en place, la loi du cadenas en 1937, c'est quoi ça? Donc, Duplessis est au courant de la vague, par exemple, de communisme, on pourrait dire, ou de remise en question de l'autorité établie à cette époque-là. Donc, toute institution qu'on croit qui est communiste, on va les fermer, ces institutions-là. Ça peut être des journaux, des éditeurs, des bars. On veut nettoyer, on veut rendre ça le plus conservateur possible selon l'idéal de l'Union nationale. Chez les journaux, les éditeurs et tout ça, on a des intellectuels, hein? Donc c'est des gens qui sont visés. On va avoir des grèves assez importante. Je vous ai dit que les syndicats ne sont pas très bien vus. La fameuse grève de Sorel, Duplessis va faire intervenir la police pour contrer les briseurs de grève. Alors, on réprime les grévistes là, dans une certaine violence. On pourrait dire que c'est un État policier. On veut mater les grévistes. On veut leur montrer c'est qui est l'autorité.
Les politiques de Duplessis sont entremêlées avec la vie religieuse. Et on appelle ça le clérico-nationalisme. Ça veut dire la fierté de son peuple au niveau religieux. Hein, cléricaux, donc les prêtres, la religion. Donc entre 1920 et 1950, là, c'est très, très, très fort au Québec. L'Église se mêle énormément de politique. Donc, comment on voit ça dans l'Union nationale, c'est que la famille, c'est le cœur de tout, la religion catholique aussi, la ruralité, c'est-à-dire vivre en campagne, c'est quelque chose qui est idéalisé. La langue française, la culture francophone, pas n'importe comment, par exemple. Donc, il faut que ce soit dans ce qui soit proche de la mentalité de Duplessis. Alors, c'est ça, l'Église est très proche de Duplessis, qui lui-même est un fervent catholique. Tout ce qui est la colonisation en Abitibi au Québec, ça va être vraiment porté à bout de bras par l'Église. Là. Ça va être très, très mis de l'avant. Donc, notamment un cinéaste important dans ces années-là qui s'appelle l'Abbé Proulx, qui fait des films pour un petit peu de propagande, on dirait, pour aller en Gaspésie puis pour s'établir en campagne. D'un autre côté, on a un autre personnage, un autre abbé aussi, qui s'appelle Lionel Groulx. Lui, c'est un historien. Lui, il fait une révision de l'histoire un peu à sa manière de faire. C'est le porte-parole d'une nouvelle histoire. L'appel à la race, imaginez-vous donc. Aujourd'hui, ça ne passerait pas vraiment. Donc, dans les années 20, on croyait encore à ça, la race, cet élément-là. Donc, la race canadienne-française, la fierté canadienne-française, mais tout ça avec des héros, qui ont tous été un petit peu des martyrs. Puis, la religion est toujours présente. Donc, c'est une histoire revisitée par la religion. Et on a des romans qui vont paraître dans ces années-là, comme Maria Chapdelaine, où est-ce qu'on idéalise la vie rurale, là, la vie en campagne. On a aussi une école sociale qui évolue, l'école de l'Église. Là. Donc, c'est pas le fait d'aller à l'école, mais plutôt une pensée, la pensée très religieuse qui favorise des programmes qu'on appelle de restauration sociale dans les années 30, c'est-à-dire favoriser les achats locaux, favoriser la coopération, la coopérative, c'est-à-dire favoriser aussi la ruralité, la vie en campagne. C'est pas tous les francophones qui sont pour ça. Il y a des francophones qui sont contre ça, qui dénoncent cette espèce de repli sur soi et qui vont plutôt favoriser le fait d'aller investir chez les anglophones dans les affaires, de ne pas négliger ça. Et c'est une des raisons pourquoi on va voir un affichage en anglais très, très fort dans les années 20 et 30 au Québec.